Dans cette vidéo, je vais te présenter l'ENS Paris. Je vais te parler de ma première année à l'ENS, ce que j'y ai fait, ce que tu peux y faire, ce que tu peux faire à l'ENS, les trucs que tu ne sais pas forcément à quoi ressemble ta vie de tous les jours. Donc l'ENS, c'est quoi? C'est une école comme les autres ENS, donc tu as 5 ENS, ENS Paris, Lyon, Cachan, Rennes, Pise. Tu as 5 ENS qui sont des écoles qui, de base, forment les gens pour l'enseignement et la recherche. En pratique, il y a beaucoup de gens qui, enfin, pas beaucoup de gens, mais c'est très commun d'arriver à l'ENS, faire 4 années de maths ultra théoriques, et ensuite d'aller faire du conseil ou aller dans le privé comme tout le monde. Ça, c'est beaucoup plus ouvert, l'ENS. Tu as vraiment toutes les opportunités du monde. C'est beaucoup plus ouvert. Donc comment ça marche? Quel est le cursus à l'ENS? Donc moi, je viens de rentrer à l'ENS, je vais rester 4 ans à l'ENS. La première année, celle que je viens de faire, j'ai fait ma L3. Tous les cours étaient à l'ENS Paris, sur le campus du Panthéon. En deuxième année, je ferai mon M1. Au premier semestre, j'aurai des cours à l'ENS. Et le deuxième semestre de la deuxième année, tu dois obligatoirement faire un stage à l'étranger. Un stage de recherche. Tu publies un truc. C'est le S2 de la deuxième année, tu fais un stage à l'étranger. C'est hyper bien encadré l'ENS, ça c'est un point sur lequel je reviendrai après, mais c'est hyper bien encadré dans le sens où, pour choisir ton stage, on va t'assigner un tuteur au début de ta deuxième année. Ton tuteur qu'on aura choisi avec toi en fonction de tes intérêts mathématiques, c'est hyper bien encadré. Et le tuteur, il va faire tout ce qu'il peut. Et comme il a les contacts, vraiment, il peut t'emmener où tu veux. Si tu veux aller à Cambridge, tu vas à Cambridge. Les États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut payer pour aller aux États-Unis. Voilà, mais tu peux aller quasiment où tu veux, avec qui tu veux, faire les mathématiques que tu veux. Donc ça, c'est la deuxième année. La troisième année, tu fais ton M2. Donc même si tu es normalien, le M2, il faut que tu le fasses dans une autre université. Donc typiquement, tu le fais à Paris 1, tu le fais à Sorbonne, tu le fais où tu veux. Tu passes ton M2 dans une autre université. Et ensuite, tu as la quatrième année, qui est beaucoup plus libre. En fait, la quatrième année, c'est qui est spécifique au statut d'élève. Je reviendrai sur ça. Mais il y a des gens qui ont que 3 années à l'ENS, qui sont au département de mathématiques, mais qui ne passent que 3 années à l'ENS. Moi, comme j'ai le statut d'élève, j'aurai une quatrième année où moi, je ferai une pré-thèse. C'est-à-dire que la pré-thèse, en fait, tu commences ta thèse. C'est dans le nom. Mais tu es encore payé par l'ENS, ce qui est sympa. Donc, quatrième année, c'est la pré-thèse. Tu peux aussi faire un M2 dans une autre discipline. Ça, c'est commun. Et passer la grègue. Ça aussi, c'est commun. Normalement, c'était pour ça la quatrième année. C'était pour préparer la grègue. Mais de moins en moins de gens passent la grègue parce que de moins en moins de gens veulent être profs de maths. Et aussi parce qu'avant, tu pouvais passer la grègue et ne pas être prof. Maintenant, c'était plus ou moins forcé de faire de l'enseignement si tu passes la grègue. Une fois que tu es agrégé, bah, on t'envoie dans des lycées enseigner. Ok, donc ça, c'est les 4 années. Donc j'ai parlé des statuts. Moi, je suis entré avec le statut d'élève parce que je suis entré sur concours. Toi, si tu es en prépa actuellement et que tu rentres sur concours à l'ENS, tu seras élève. Ceux qui rentrent par la fac ou ceux qui rentrent par le concours sur dossier ont le statut d'étudiant. Donc les différences majeures, c'est que au lieu d'avoir 4 années à l'ENS, tu n'en as que 3. Et surtout, tu n'es pas payé. Moi, je suis payé à la hauteur de 1500 € par mois. Voilà, tous les élèves comme ça sont payés. Pour les étudiants, il y a quand même des bourses. C'est assez facile d'avoir des bourses à l'ENS. Mais voilà, les élèves sont payés, on ne comprend pas pourquoi. C'est cool. Tu peux vraiment avoir ce que tu veux. Tu n'as plus le stress d'être là en train de compter combien tu dépenses au midi quand tu manges dehors. Tu peux manger ce que tu veux. Tu ne manques pas d'argent. Voilà. Bon, t'es payé, mais il y a ce qu'on appelle un engagement décennal. C'est un peu comme la pantoufle à Polytechnique. À Polytechnique, les gens aussi sont payés, mais s'ils vont dans le privé, ce qu'on appelle pantoufler, ils doivent rembourser une partie de leur somme à l'État. Bah, il y a pareil à l'ENS. Si tu quittes l'ENS au bout de 4 ans, tu es censé rembourser une somme, genre 50 000 € je crois, à l'État. Mais en pratique, si tu rentres dans le privé, l'entreprise privée va acheter ta pantoufle. C'est pour ça c'est ce qu'on appelle pantoufler. Et voilà, donc tu es libre. Donc la moralité, c'est qu'à l'ENS, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas du tout un frein pour entrer dans le privé. C'est très commun, c'est commun des gens qui sortent de l'ENS et vont dans le privé. Donc l'ENS, une autre chose, c'est que c'est pas que le département de mathématiques. Moi, je suis entré dans le département de mathématiques. Tu as 2 catégories de départements. Tu as les départements scientifiques. Donc l'ENS, c'est des promos énormes. Hein. C'est à peu près 600-800 élèves. On n'en a pas l'impression quand on passe les concours parce qu'il y a très peu de place à l'ENS. Mais c'est énorme, c'est à peu près 600-800 élèves.
Tu as donc les départements scientifiques, donc département de mathématiques, tu as département de physique, tu as département de chimie, département d'informatique. Le plus gros département de l'ENS, c'est le département de mathématiques. Tu as les départements scientifiques, tu as les départements littéraires aussi. Ça, c'est un truc qui te surprendra quand tu arriveras à l'ENS, c'est qu'il y a des gens qui ont fait prépa BL, qui ont fait prépa AL, ou qui ont même pas fait prépa, qui sont littéraires. Voilà, donc ce qui est sympa, c'est vraiment cette hétérogénéité. Le directeur de l'ENS, il nous a fait un discours, et il insistait vraiment sur le fait qu'il y avait beaucoup de diversité à l'ENS, diversité individuelle, mais aussi diversité dans les matières qui représentent les gens. Mais c'est vraiment ça, parce qu'on est logé avec des gens qui sont pas forcément dans le même département que toi. Enfin, ils essaient de faire un mixing dans le logement. Quand tu vas à un certain club, si tu vas au club basket, bah, ça sera des gens qui sont pas forcément du département de mathématiques. T'as un vrai brassage que je trouve vraiment agréable. Enfin, je trouve que il y a vraiment des manières de penser différentes dans différents départements et c'est très enrichissant de rencontrer des gens d'autres départements. Ça aussi, je trouve que c'est à l'ENS une richesse incroyable. Le fait que bah, toutes ces sciences et ces sciences humaines soient mélangées. Et c'est aussi le fait que même si tu es entré même si tu entré en tant qu'élève par le concours info, tu peux choisir le département de mathématiques, tu peux prendre le département de philosophie. En pratique, il y a très peu de gens qui le font, mais tu peux changer de département si tu as envie. Enfin, il y a, dans des trucs moins grands, il y a beaucoup de gens qui rentrent en PC, qui choisissent de faire des mathématiques, ou des gens qui rentrent en MP, qui choisissent de faire de la chimie, ou des trucs un peu plus exotiques, sortir de MP et faire des maths ou de la physique. Tu peux entrer dans le département que tu veux. Et c'est aussi une richesse incroyable. À l'ENS, tu n'as pas de cours obligatoires, mais en plus, tu peux suivre, alors que tu n'as pas du tout été sélectionné pour ça, si tu veux, tu peux suivre des cours dans d'autres départements. Genre cette année, ce semestre-là, j'ai suivi un cours sur Zola, sur un livre de Zola, qui était hyper cool, qui était hyper enrichissant, alors que je ne suis pas du tout rentré pour mes capacités en langue. Mais c'est un des seuls endroits en France où non seulement tu n'as pas de cours obligatoires, peu importe ton département, tu as certaines obligations de CTS, en gros tu dois prendre un certain nombre de cours quand même pour valider ton diplôme de l'ENS. Tu dois valider un certain nombre de cours, mais outre ça, tu as très très peu d'obligations. Voilà, donc, je trouve que c'est vraiment un endroit unique où tu n'as non seulement pas d'obligation de cours, mais en plus tu peux suivre les cours que tu veux. Ça c'est hyper cool. Donc comme j'ai dit, on est logé. Tu as un logement. Donc il y a plusieurs campus à l'ENS Paris. L'ENS Paris, c'est celle où je suis. Tu as le campus du Panthéon, qui est le plus connu, qui est le plus grand. C'est celui où tu vas passer tes euros si tu es en prépa en deuxième année et que tu passes les euros de l'ENS Paris. Tu vas les passer dans le campus Panthéon, qui a un énorme jardin, qui est hyper cool. Il y a une énorme bibliothèque si tu veux travailler. Il y a un gymnase aussi. Bon, je filmerai tout ça dans un vlog à l'ENS. Bientôt, ça va être incroyable. Bref, c'est vraiment un campus hyper joli. T'as une petite fontaine en plus si t'as envie. Voilà, donc, en première année, tu es logé sur ce campus-là. En deuxième année, il y a un système qui fait que tu peux demander à être logé sur le Panthéon, sur le campus Panthéon ta deuxième année, mais alors tu ne seras pas logé là la troisième année. C'est un système un peu compliqué, à base de jokers, c'est-à-dire que c'est comme si tu étais au poker, tu mises tes jokers pour avoir des bonnes chambres. Et si tu rates tes trucs, bah, tu te retrouves dans une chambre nulle, dans un campus obscur. Voilà, donc tu as trois campus. Celui sur Paris, enfin ils sont tous à Paris, mais tu as celui Panthéon, celui Jourdan dans le 14e et celui de Montrouge. Voilà, celui de Jourdan, c'est là aussi où tu as plusieurs départements qui ont cours là-bas. Ok, donc ça c'est les différents départements. Ça c'était aussi le logement, ça c'était aussi comment ça marche le salaire. Maintenant je vais rentrer dans des trucs plus spécifiques au département de mathématiques, qui est mon département. Je vais un peu rentrer sur ce que j'ai fait cette année, quels sont les cours qui sont proposés à l'ENS, à quoi ressemble ton quotidien quand tu es au département de mathématiques. Donc comme j'ai dit, département de maths, il n'y a aucune obligation de cours. Il y en a très très peu. Tu dois faire un certain nombre de cours scientifiques non mathématiques. Voilà, parce que c'est comme ça. Moi j'ai essayé de suivre mécanique quantique, mais j'ai pas réussi à le valider. Et là, je vais essayer de suivre un cours de cryptologie ce deuxième semestre et je vais essayer de le valider, mais rien n'est moins sûr. Et j'ai aussi suivi un cours d'économie. Voilà, donc lui, je vais essayer de le valider.
tu dois valider un certain nombre de cours scientifiques. Tu dois aussi faire des cours d'anglais, mais ça, pareil, je trouve ça hyper cool parce que les cours d'anglais sont vraiment haut niveau. C'est-à-dire que les cours d'anglais, c'est pas des cours d'anglais qui sont faits pour des mathématiciens, c'est des cours d'anglais qui sont faits pour des littéraires. Du coup, c'est vraiment, enfin, je trouve ça incroyable les cours d'anglais qui sont proposés à l'ENS. De ce que j'en ai parlé à d'autres gens, enfin, tout le monde a trouvé que les cours d'anglais étaient de bonne qualité. Donc voilà, on a anglais obligatoire. Chaque année, tu dois prendre un cours d'anglais, ou alors si tu fais ton stage en Angleterre, ça passe. Euh, Chaque année, tu dois faire un truc en anglais, et tu dois valider ce qu'on appelle 24 ECTS, scientifique non mathématique. Donc ça équivaut à 3-4 cours dans d'autres sciences que les mathématiques. Ça, c'est les obligations. Ensuite, comment ça marche les cours? Donc les cours sont pas obligatoires à l'ENS. Je pense qu'on est 60 au département de maths, et je crois que j'ai jamais vu un cours où on était plus que 30-40. Donc, par contre, t'es obligé, enfin, il y a certains cours que tu es obligé de valider en L3. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller en cours, mais tu es obligé de les valider. Mais en pratique, honnêtement, c'est pas compliqué de valider les cours. C'est-à-dire que si t'as suivi un rythme de prépa, tu verras que en diminuant de 3 quarts, c'est-à-dire en passant à un régime d'un quart, tu peux très bien valider les. Enfin, je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que la prépa de valider différents cours. J'ai aussi suivi des cours de deuxième année, donc ça c'est un autre truc. Si tu entres à l'ENS, je t'encourage grandement à le faire. Parce que je trouve ça assez cool de pouvoir voir à quoi ressemblent les mathématiques un peu plus avancées. C'est-à-dire que quand tu arrives en L3, tu démontres certaines choses, mais tu n'as pas vraiment idée de à quoi ça peut bien servir. Et quand tu fais des cours de M1, c'est un peu plus clair. Et j'imagine que quand on fera des cours de M2, ça sera encore plus clair pour les cours de M1. Il y a un truc un peu satisfaisant de faire des cours un peu plus avancés qui te donnent un peu du recul sur les cours que tu fais toi. Enfin, moi, je trouve ça hyper enrichissant. Donc, je vais te donner le nom des cours. Quand le premier semestre de l'ENS, tu as des trucs qui ressemblent un peu à la prépa, c'est-à-dire que tu as un cours intégration, où en gros, tu fais de l'intégrale de Lebesgue, un T-proba, on appelle ça, et tu fais aussi un peu des trucs de probabilité. Tu as un cours de topologie, donc essentiellement, c'est comme la topologie que tu as fait en prépa. Sauf que, si tu veux, on oublie le fait qu'on a une métrique, on oublie le fait qu'on a une norme, et on regarde juste la topologie comme un ensemble d'ensembles qui vérifie certaines propriétés. Et on dit que ça, c'est une topologie, et on voit comment ça marche, quelle topologie ressemble plus ou moins aux topologies normées, comment est-ce qu'on peut étendre certaines topologies. C'est un cours que j'ai bien aimé. Ensuite, tu as le cours d'algèbre 1. Et ça, c'est essentiellement de la théorie des groupes. Donc c'est comme ce que tu as fait en prépa, sauf que c'est beaucoup plus approfondi. Il y a beaucoup plus une vision géométrique des groupes. Moi, quand on me disait le mot géométrie, j'avais hyper peur quand j'étais en prépa parce que ça m'évoquait juste toute la géométrie que les gens qui ont fait des compétitions type Olympiade maîtrisent parfaitement et que la plupart des gens en prépa ne maîtrisent pas. Donc, enfin, en tout cas, moi, quand je suis en colle et que je parle de géométrie, les élèves ont immédiatement peur parce que c'est un truc que tout le monde a l'impression que c'est un mystère caché. Bref. Tu as une vision beaucoup plus géométrique des groupes dans le sens où tu essayes beaucoup plus de visualiser. Quand tu prends un groupe abstrait, comment est-ce qu'il peut se représenter en fait? Comment est-ce que tu peux visualiser? Comment est-ce qu'il peut se représenter comme les transformations du plan si tu veux? Comment il peut se représenter comme les transformations de R3? Quels objets il va stabiliser et comment tu peux déduire des propriétés du groupe sur l'objet qui stabilise? Ça, c'est vraiment un point de vue que j'ai trouvé hyper enrichissant. Et c'est ça qui m'a choqué à l'ENS et que j'ai trouvé incroyable. C'est qu'il y a un pont qui se construit entre l'algèbre et la topologie. Et j'aurais pas pu espérer trouver un tel pont parce que j'aimais beaucoup les deux en prépa. J'adorais l'algèbre, mais je trouvais ça sympa quand même la topologie, les espaces métriques et tout, on visualise ce qui se passe, on voit où les suites se baladent. Et en fait, ça c'est un plot twist, c'est que l'algèbre et la géométrie c'est la même chose. Voilà, ça c'est des trucs que tu verras plus tard. Mais il y a Alexandre Grothendieck par exemple dans son livre Récolte et semaille qui dit que sa théorie nous permet d'analyser les objets géométriques d'une certaine manière. Et pour les objets non géométriques, si encore il en existait, donc il sous-entend qu'il n'existe pas d'objets non géométriques, c'est-à-dire que tous les objets, on peut les visualiser. Voilà, par exemple, tu peux visualiser, enfin, quand tu seras en M1, tu pourras visualiser l'anneau Z via son spectre. Voilà, donc je t'en dis pas plus.
Mais ça, c'était vraiment un coup de cœur quand je suis entré à l'ENS. Donc ça, c'était le premier semestre. Premier semestre, algèbre 1. Algèbre 2, c'est des trucs où tu visualises beaucoup plus le lien entre... Enfin, où tu essayes de visualiser des objets algébriques. Et c'est vraiment un truc très satisfaisant que tu verras quand tu seras en école. Le deuxième semestre, les cours de L3, c'est géométrie différentielle. Ça, pareil, c'est une masterclass. Bah, en fait, tout ce qui est visuel... Enfin, quand tu arrives en L3, tu commences beaucoup plus à étudier des objets par leurs caractéristiques géométriques. C'est-à-dire que tu te demandes beaucoup plus quand tu vois un certain objet, est-ce qu'il est lisse? Est-ce qu'il est tel genre de choses? Et voilà, la géométrie différentielle, c'est essayer d'étudier les objets topologiques à difféomorphisme près. C'est-à-dire que tu les identifies s'ils sont difféomorphes. Donc tu essayes d'avoir des structures qui se comportent bien. Tu essayes de rajouter à ton objet des structures un peu différentielles, qui se comportent bien vis-à-vis des difféomorphismes. Et notamment, tu commences à regarder les espaces tangents, par exemple. Si je prends une courbe dans R2, si je prends ça, bah, en chaque point, tu as une droite qu'on peut appeler l'espace tangent. Parce que bah, l'espace tangent se prend là. Et ici, tu vois qu'il y a un souci parce que l'espace tangent, il est de dimension 2. Et du coup, bah, on a montré par un raisonnement algébrique, parce que tu vois, si je redessine la courbe, tu vois qu'ici, l'espace tangent, il y a ce vecteur-là qui est tangent, parce qu'il vient d'ici. Et il y a ce vecteur-là qui est tangent, qui vient d'ici. Et donc, on a un ensemble de vecteurs libres. Et donc, sur tous ces points-là, l'espace tangent était de dimension 1, parce que c'est juste la droite qui est tangente à la courbe. Mais ici, il est de dimension 2. Et donc, on a caractérisé de manière algébrique le fait que la courbe n'était pas lisse, n'était pas régulière. Parce que le truc est de dimension 2 alors qu'il devrait être de dimension 1. Donc ça, c'est aussi une masterclass géométrie différentielle. Ensuite, il y a topologie algébrique, que les gens aiment beaucoup. T'associes des invariants algébriques. Là, tu regardes un peu plus les objets à homéomorphisme près. T'associes des invariants à certains espaces topologiques. Voilà. Ça, c'est assez fun. En fait, il y a des énormes liens entre la géométrie différentielle et la topologie. Mais par exemple, une question de la topologie algébrique, enfin que la topologie algébrique permet de répondre, c'est une caractérisation algébrique du fait qu'il y a un trou dans une surface. C'est-à-dire que si je regarde le cercle S1 dans C, on aimerait bien caractériser le fait qu'il y a un trou parce qu'il entoure quelque chose à l'opposé de, par exemple, un segment dans C. Et ça, la topologie algébrique, ça permet de le faire. Et essentiellement, l'astuce de la topologie algébrique, c'est qu'elle te dit une certaine surface ou un certain objet topologique admet un trou. Si tu as un chemin sur ta surface, donc ici j'ai dessiné le chemin, qui n'est pas, que tu ne peux pas contracter. C'est-à-dire que ce chemin-là, qui fait un tour ici, je ne peux pas le déformer de manière à le transformer en chemin trivial. Alors que si je prends mon segment et que je trace un chemin n'importe comment, bah, je pourrais toujours le ramener à un point. Donc la topologie algébrique nous permet de détecter le fait qu'un espace ait un trou, en disant un espace il a un trou. Comme celui-là, si je peux dessiner un chemin qui va en quelque sorte entourer le trou sans qu'on puisse le déformer continuellement en un point, en un chemin constant. Genre par exemple, si je prends un gobelet et que je fais la même chose qu'ici, j'essaie de dessiner un chemin ici, bah ça marche pas parce que je peux déformer continuellement le chemin le long du gobelet jusqu'à ce qu'il arrive au bord. Si c'est un cône, tu vois qu'à la fin il sera contractile. Ça sera juste un point. Donc ça c'est le point de la topologie algébrique. En vrai, ça c'est un des trucs majeurs, mais il y a d'autres choses que tu peux faire avec la topologie algébrique. Ensuite, tu as analyse complexe. C'est ça qui est un cours hyper satisfaisant parce que l'analyse réelle, on comprend pas ce qui se passe. On comprend pas pourquoi il y a des fonctions C infinies qui sont nulles et puis qui ensuite sont non nulles. Ça, on comprend pas du tout.
Enfin, juste, je trouve que l'analyse réelle, tout est faux. Tout énoncé en analyse réelle est faux. Il faut faire vraiment attention avec ce qu'on fait. Alors qu'en analyse complexe, j'ai l'impression que tout énoncé d'analyse complexe, je pourrais le mettre devant les yeux et je serais prêt à le croire parce que tout marche parfaitement bien. Les limites uniformes de fonctions analytiques sont analytiques. En fait, une fonction analytique, elle est analytique si et seulement si elle est dérivable. T'imagines, donc t'as pas ces notions de C1, C2, C3, c'est toute la même chose, c'est juste le fait d'être analytique. C'est-à-dire d'être développable en série entière au voisinage de tout point. Ça, c'est... Enfin, tout marche bien en analyse complexe, en fait. Ensuite, enfin, c'est pas parce qu'il est au deuxième semestre qu'il est plus dur. Enfin, si tu veux si tu veux commencer à étudier l'analyse complexe en prépa, pour ton TIPE, je t'encourage à le faire. Je trouve que c'est un très bon sujet de TIPE. Et je pense que ça peut se faire avec juste les outils de prépa. Ça peut se faire avec juste les outils de prépa. Essentiellement, enfin, c'est un cours qui pourrait être au premier semestre, sans aucun doute. Donc, il y a analyse complexe. Ensuite, il y a des trucs un peu plus proba. Enfin, ta grande dimension, qui est un cours maths physique qui mélange les maths et la physique. Mais c'est un cours que je prends pas. T'as aussi modélisation, qui est un cours un peu plus maths appliqué où tu essayes de modéliser certains phénomènes mathématiquement. Ça, c'est un cours que les gens aiment vraiment beaucoup. Je réfléchis si j'ai pas oublié de cours. Ah oui, aussi, il y a analyse fonctionnelle. Ça qui est un cours vraiment sympa. Non, ça, c'est un cours incroyable. Ça, c'est un cours qui est incroyable. Enfin, ce que j'ai trouvé fou dans le cours, c'est que tu prends une fonction... Mettons que tu prends une fonction f, c'est infini à support compact sur R. Tu prends une fonction, voilà, n'importe laquelle. Ce que tu peux faire, au lieu de regarder cette fonction, tu peux la voir comme une forme linéaire continue sur l'ensemble des fonctions L1 par exemple. Tu peux la voir comme une fonction qui va de L1 de R dans R et qui a une fonction f. Donc si ça c'est ma fonction phi qui est C infini, et qui a ma fonction f associe l'intégrale de phi et de f. Voilà, et ça c'est injectif parce que, enfin, essentiellement, le fait d'associer à phi cette fonction-là, cette forme linéaire-là, c'est clairement injectif. Parce que si j'ai deux fonctions C infini, telles que leur intégrale contre toute fonction est la même, coïncide, ces fonctions sont clairement égales. Faut le vérifier, mais ça marche. Ok, sauf que maintenant on a changé de point de vue. On a un plongement, c'est-à-dire que une fonction f peut se voir comme une forme linéaire sur L1 de R. Ou même peut se voir sur une forme linéaire sur l'ensemble des fonctions C infini à support compact. Donc, je mets un C pour support compact. Donc, une fonction f, au lieu de l'avoir comme une fonction, tu peux l'avoir comme une forme linéaire, c'est-à-dire une fonction qui a ça associe ça. Sauf que maintenant, tu peux considérer sa dérivée, non pas comme la dérivée de la fonction enfin point par point, mais comme la nouvelle forme linéaire, c'est-à-dire que... Donc je vais noter la forme linéaire qui va de C infini de R dans R. Ça, je vais l'appeler f tilde. Et on a f tilde de phi qui est égal à l'intégrale de f phi. Ok, ça c'est la définition de f tilde. Mais sauf que maintenant, si je veux, je peux remarquer que f tilde prime, si je regarde f prime tilde, ça va prendre quoi? Ça va prendre phi et ça va être l'intégrale de f prime phi. Sauf que par IPP, ça c'est égal à l'intégrale de f phi prime. Tu vois ce qui s'est passé? Quand je prends f' et que je regarde la forme linéaire qui est associée, donc ça prend une certaine fonction phi qui est C infini à support compact, et ça lui envoie intégrale de f' phi, sauf que par IPP, intégrale de f' phi, c'est la même chose que intégrale de f phi prime. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on peut étendre. En fait, tu remarques que
Si j'ai f, c'est 0 maintenant, juste une fonction continue, je peux aussi définir, si j'ai envie, la forme linéaire psi, qui à phi va associer intégrale de f phi prime. Ok, donc je reprends ce qui se passe. Si je prends une fonction, c'est infini à support compact, je peux l'évaluer en une fonction phi. Ça me fait là, cette formule-là. Et si maintenant je regarde la fonction dérivée, ça me donne cette formule-là. C'est-à-dire que quand je l'évalue en une fonction phi, ça fait l'intégrale de f phi prime. Donc si tu veux, la dérivée, ça se voit sur les formes linéaires par le fait qu'on a dérivé le phi. Ok? Sauf que maintenant, cette définition-là, quand je prends phi, j'évalue f en phi prime, je peux la faire pour une fonction quelconque, qui n'est pas forcément dérivable. Donc si je regarde cette forme linéaire-là, qui a phi associe l'intégrale de f phi prime, et bien si je peux dire que c'est la dérivée de f. Mais alors que f est continue. On a dérivé une fonction continue. On a dérivé une fonction continue, pourquoi? Parce qu'on a défini la fonction par cette formule-là. Donc c'est pas une vraie fonction, c'est une forme linéaire de l'espace, c'est infini. Mais c'est assez satisfaisant le fait qu'on puisse dériver des fonctions continues. Et par exemple, si tu dérives la fonction qui est égale à 1 sur R+, et qui est égale à 0 sur R-, si tu dérives cette fonction, tu trouves le Dirac. Tu trouves la forme linéaire qui a phi va associer phi de 0. Ouais, donc tu as pu dériver des trucs continus, par morceau même. Donc ça, c'est un cours qui est vraiment très fun. Voilà, ça c'est le bilan. Dernière chose, en première année, tu dois écrire un mémoire. Donc ça aussi, c'est hyper cool. Vraiment, le ENS, c'est incroyablement encadré. Tu as un mémoire, donc par binôme, vous avez un sujet avec un certain prof. En théorie, tu as choisi le sujet et le binôme, ou au moins l'un des deux, soit tu as choisi le sujet, soit enfin, ils essayent d'hétérogénéiser, de faire un mixing. Du coup, tu peux pas trop choisir ton binôme. Tu choisis ton sujet, tu choisis le prof avec qui t'es. Et bah, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu as rendez-vous avec ton prof. Et ça aussi, je trouve ça incroyable. C'est hyper cool de pouvoir discuter avec quelqu'un qui fait de la recherche, de parler de mathématiques. Il te montre des mathématiques auxquelles tu n'aurais jamais cru possible. Et il te montre des petits bouts qui sont pile à la bonne difficulté pour que ça te paraisse hyper intéressant, mais pour que tu aies un peu le bagage de le suivre. C'est pas évident parce que quand tu suis un cours de manière générale en mathématiques, c'est pas évident d'avoir la bonne difficulté. C'est-à-dire que soit tu n'auras pas les prérequis et ça sera impossible à suivre, ou soit tu auras les prérequis, mais cette fois ça risque d'être un peu lent si tu as déjà vu des trucs du cours. Et le fait d'être en mémoire, de parler avec un chercheur, de parler avec un prof, ça t'ouvre les yeux sur plein de choses qui sont vraiment incroyables et c'est hyper enrichissant de parler avec un chercheur. Ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai appris en parlant avec un chercheur. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Ta mémoire, comme j'ai dit, c'est hyper encadré. Un autre exemple de ça, c'est le fait que... Bon, déjà, tu as un tuteur qui est assigné à n'importe quel élève qui rentre dans le département de mathématiques. On lui assigne un tuteur qui est un élève de 4e année ou début thèse ou fin de thèse ou un jeune chercheur et qui va un peu te guider dans les choix que tu veux faire, dans les cours que tu veux prendre, dans comment tu vis ta scolarité. Voilà, tu as un tuteur. Voilà, un autre truc, c'est que j'avais postulé, par exemple, l'ENS propose des stages pour tous les élèves de n'importe quel département. Et j'avais postulé pour voir si je pouvais partir aux États-Unis l'an prochain, mais en sachant qu'il y avait très peu de chances que ce soit accepté. Et j'ai été refusé. Et la personne qui m'a refusé a pris rendez-vous avec moi pour me parler de mon dossier, de comment je pourrais recontacter, enfin comment je pourrais réessayer. Les trucs que je pouvais faire pour prendre ça étaient hyper encadrés à l'ENS, hyper agréable. Franchement, c'est un endroit... je m'attendais pas à beaucoup de choses, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi enrichissant de parler à des gens qui n'ont pas fait de mathématiques, de parler à des gens qui ont fait d'autres choses que la prépa maths. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sportif, c'est-à-dire que, enfin, moi j'aime beaucoup le sport et je voulais limite aller à la Polytechnique parce que ça me paraissait
Peu sportif l'ENS, mais l'ENS, si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Il y a tous les clubs du monde. Euh, il y a vraiment des clubs pour tout à l'ENS. C'est vraiment un endroit où peu importe ce que tu veux faire, tu peux le faire. Ça te ferme aucune porte. Je trouve ça vraiment, enfin, si tu hésites entre une école d'ingé et une ENS, les autres ENS, c'est un peu moins libre que l'ENS dans le sens où tu as des cours obligatoires. Tu choisis pas ton département, tu peux moins prendre des cours dans d'autres départements. Mais je pense que tu es quand même plus libre qu'une école d'ingé. En tout cas, l'ENS Paris, c'est vraiment la liberté absolue. Quand les gens me disaient ça au retour des intégrés et qu'ils me disaient que c'était la liberté absolue, bah, j'étais genre ok, mais tu fais quoi si t'as la liberté absolue? Mais comme j'ai dit, tu peux t'investir dans la vie associative à différents niveaux. Tu peux rejoindre les clubs que tu veux, tu peux suivre des cours dans d'autres matières. Tu peux prendre des cours de langue. Il y a plein de gens qui sortent du département de maths et qui apprennent le japonais, par exemple.